Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci à mon collègue François-Xavier Millet et à l'Université de colonisation assez collante, ainsi que pour la période de professionnalité passée chez vous. Une période qui a été enrichissante. Les étudiants et étudiantes chez vous aujourd'hui ont été une source constante d'échange, malgré mon français plutôt délinqué, même ridicule, pourrais souligner. Une très belle expérience, donc, qui s'est conclue avec un colloque prestigieux sur un thème à la fois actuel et particulièrement problématique. Un thème, celui des données de connexion qui, l'ont des soulevés, des questions simplement techniques, est désormais au cœur du débat politique et juridique sur la portée, les champs d'application, les limites des droits fondamentaux lorsqu'il dialogue avec des exigences potentiellement divergentes comme celle de la lutte contre la criminalité, comme expliqué très bien par François dans sa belle introduction. Et dans ce cadre, François m'avait demandé de dire quelques mots sur les numériques et dans l'ordre juridique italien, tout en sachant que je ne suis pas un expert dans la matière. À ce sujet, j'ai trois observations à faire avant de passer la parole à mes collègues qui sont là avec moi. Et premièrement, jusqu'à 2021, les juridictions italiennes sont limitées à souligner la compatibilité du système juridique italien avec les droits européens et surtout la côté cassation italienne. Donc, on voit similarité avec le système français, a généralement confirmé l'absence de profil de légitimité. Deuxièmement, au niveau législatif, les changements arrivés avec la réforme du code sur la protection des données personnelles en 2021, résultant surtout de l'arrêt de la Cour de justice Procuratur du mars 2021 concernant l'Estonie. Et des notes importantes ont été introduites dans le premier noveté. Les législateurs ont limité l'accès aux données de connexion aux procédures pénales concernant des infractions graves qui ont été identifiées par les législateurs, non pas par les juges. Deuxième nouveauté, le législateur italien a assuré les contrôles de la part d'une neutralité juridictionnelle indépendante et impartiale, sans savoir identifier quelle est cette autorité. Et troisièmement, il nous paraît que la discipline italienne présente quatre difficultés importantes. La première est comme la notion d'infraction grave sera prochainement clarifiée par la Cour de justice dans la phase de jurisprudence, sera bien évidemment pour remettre en cause l'approche suivie par le législateur italien. Deuxième difficulté, l'accès aux données exclues pour les procureurs, on a parlé de ça tout à l'heure avec François, sauf qu'il y a, avant la concurrence, sauf qu'il y a un cas d'urgence, lorsqu'il y a les risques d'un grave préjudice pour les investigations, problème. Donc, quel est les sons à donner à grave préjudice et à l'urgence? Et troisième difficulté, il n'y a aucune disposition qui porte sur la conservation des données. Problème, cette absence des règles est contraire aux exigences de la Cour de justice, notamment à la règle G2 prévue en avril 2021, par exemple 2. Cette question, la réponse, je pense que c'est un problème. Quatre difficultés, et il n'y a aucune disposition qui identifie quels sont les sujets dont les données peuvent être collectées. Problème, est-ce que la collection des données pourrait donc porter sur des sujets outre que les accusés ont porté, par exemple les témoins? En conclusion, à la lumière de l'introduction du collègue Millet, on déduit que les défis en France et en Italie sont partiellement les mêmes. En général, je vais vous dire montre à quel point il y a une nécessité de plus juridique dans le domaine des données de connexion en Italie, pas seulement en France. Utiliser les numériques sur la lumière des rapports de système est un des défis majeurs pour les juristes. Une preuve, c'est là l'attribution d'une chaire hegemonique liée à la gouvernance des données par la Commission européenne à Madame Brunesen-Bertrand. Madame Bertrand est agrégée de droit public, elle est là, et le professeur à l'Université de Rennes, est responsable de l'Arts d'intégration européenne, responsable du Centre de recherche européenne, secrétaire général de la République du ministère européen, et elle vient de faire partie du jury d'agrégation pour le droit public.
Parmi ces ouvrages très récents, je me limite à rappeler un fantastique manuel sur les droits constitutionnels de l'Union européenne, ainsi qu'une monographie fantastique aussi sur la politique européenne du numérique. Et donc, on s'en à toi. Tu as 1 minute, si je ne me trompe pas. 100 minutes. Merci. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup, François-Xavier Villiers, pour cette belle invitation. Merci à vous tous pour votre accueil. On est vraiment très heureux d'être là, dans cette université que je découvre. Et, voilà, donc, texte qui a vraiment été extrêmement bien accueilli. Et donc, je vais dire quelques mots donc, sur, comme m'y invite l'organisateur du colloque, sur la question qui est posée, et que je vais aussi un peu posée, sur la question de savoir si la Cour de justice est allée trop loin dans l'élaboration de ce régime juridique. Alors, on a vu à travers l'introduction de François-Xavier Villiers qu'il y a des questions politiques, juridiques assez fondamentales de pluralisme constitutionnel, d'identité constitutionnelle nationale. Et donc, une des questions qui se posent, c'est en effet des questions au-delà des questions juridiques, des questions politiques, de savoir qui est légitime pour définir ce point d'équilibre, cette conception politique et sociale, au fond, qui implique ce point d'équilibre sur la régulation des données communications. Alors, l'état du droit est le suivant. On a un régime juridique entièrement jurisprudentiel, puisque la jurisprudence a remplacé les textes. Depuis l'annulation de la directive de 2006 dans l'arrêt Digital Rights de la Cour de justice. Et comme le législateur européen est incapable de prendre un nouveau texte, eh bien, la jurisprudence, d'une certaine façon, a comblé les vides en élaborant de façon extrêmement sophistiquée un régime très détaillé sur la régulation de ces données de connexion, en se fondant pour cela sur le seul texte qu'elle a trouvé, c'est-à-dire la directive privative, la directive vie privée, qui est un texte, je rappelle, qui cherche à réguler l'activité commerciale d'opérateurs économiques qui interviennent dans le secteur des communications donc, et qui exclut de son champ d'application des questions d'enquête pénale, etc., des infractions. Un fondement assez peu commode, mais qui n'a pas empêché la Cour de justice de développer une approche très exigeante de la jurisprudence. Alors, pour essayer de répondre à la question qui m'est posée, je dirais un mot sur cette approche exigeante de la jurisprudence et j'en dresserai dans un deuxième point un bilan contrasté. Alors, d'abord, une approche exigeante parce que il y a un vrai volontarisme de la Cour, un volontarisme qui est contraint. D'abord, contraint parce que, au départ, c'est l'invalidation de la directive dans l'affaire Digital Rights. Invalidation qui était assez prévisible parce qu'en effet, ce texte se contentait de principes généraux assez peu formalisés. Un certain nombre de juges constitutionnels nationaux se posaient la question de la compatibilité de ce texte avec les droits fondamentaux. Et il était un peu difficile pour la Cour de justice d'y voir un texte conforme aux articles, notamment 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux. Et alors, ce qui est intéressant juridiquement, c'est que le texte est ici annulé par ces silences en droit administratif, au contentieux du principe de réannulation en tant que de fait, c'est-à-dire en tant que la directive ne prévoyait pas de principe suffisamment et de garanties procédurales suffisantes, et donc en raison du contenu même de la directive. Donc cette invalidation était attendue, n'en demeure pas moins que ça a créé un vide juridique. Et donc, un état du droit, d'une certaine façon, moins protecteur des droits fondamentaux, puisque les principes posés par la directive, c'était de s'appliquer aux États membres. Alors, en soi, ça n'aurait pas été difficile si le législateur européen s'était saisi de la question et avait pris des mesures législatives pour pallier ce vide juridique, sauf que ça n'a pas été le cas. Alors, le processus décisionnel européen est plus difficile à mettre en œuvre que au niveau national. Et puis, il faut dire aussi qu'il n'y a pas du tout de consensus entre les États sur ce texte. Donc, un volontarisme contraint, un volontarisme attendu malgré tout, parce que on a quand même un contexte jurisprudentiel particulier de la Cour de justice, très volontariste sur les données, je dis Schrems, aux affaires Google Spain et autres, où il y a une jurisprudence assez volontariste de la Cour de justice.
Et puis, des attentes des juridictions nationales qui se posent un certain nombre de questions sur cette directive. Donc, c'est vrai que le fait de s'interroger sur le point de savoir si la Cour de justice est allée trop loin, d'une certaine façon, c'est un prisme assez français, parce que quand on regarde les arrêts de la Cour constitutionnelle allemande et les arrêts en ce sens de la Cour constitutionnelle roumaine ou tchèque, c'était des interrogations qu'elle partageait avec la Cour de justice. Donc, de ce point de vue-là, la jurisprudence de la Cour de justice apparaît en décalage avec certaines juridictions françaises, mais beaucoup moins en décalage avec d'autres juridictions suprêmes nationales. Et donc, à partir de là, dans ce contexte, la Cour de justice a entrepris de développer, comme ça, ex nihilo, un régime juridique complet de l'accès à des données de connexion, une approche très globalisante, parce que c'est toutes les données qui ont été évoquées par François Javier dans son introduction, auxquelles elle a même ajouté des données en matière financière, au sens de la directive abus de marché, dans l'arrêt de septembre 2022 qui a été cité aussi en introduction, et une construction assez systématique d'un régime juridique fondé non pas seulement sur la question de la conservation, mais en effet aussi sur la question de l'accès et des garanties qui l'entourent. Et là, on a aussi un point de rupture avec l'approche française. Donc, la Cour de justice fait œuvre de législateur parce qu'elle a créé différentes catégories de données, qu'elle a dotées de régimes juridiques différents, procédant ce faisant aussi à une hiérarchisation des infractions pénales. Pour ce qui est de la conservation des données, il y a une sorte de gradation des exigences de conservation. D'abord, le principe, c'est celui d'une interdiction de conservation, conservation généralisée indifférenciée, pour ce qui est de la lutte contre la criminalité de façon générale. Deuxième degré, pour ce qui est de la sauvegarde de la sécurité nationale et de la criminalité grave, et des menaces graves contre la sécurité publique, là, il y a un principe de conservation des données qui est possible à certaines conditions, notamment une conservation ciblée, des données de trafic et des données de localisation. Et la Cour de justice distingue ces données de trafic et de localisation, donc c'est là où le téléphone a borné, on ne parle pas de géolocalisation. S'agissant des adresses IP et des données sur l'état civil des utilisateurs, là, potentiellement, il peut y avoir une conservation généralisée. Donc, on voit que déjà la Cour de justice distingue sans aucun appui dans les textes, ni dans les considérants, ni dans les dispositions du texte, différentes catégories de données de connexion de façon totalement prétorienne et jurisprudentielle. J'ajoute, mais je pense que ce sera évoqué dans l'intervention de procureur, c'est que il faudrait aussi s'entendre ce qu'on entend par criminalité grave. Parce que d'un État membre à l'autre, c'est pas la même notion, et là, on s'imagine mal on s'imagine mal. Peut-être qu'on s'imagine trop bien que la Cour de justice entrer dans une appréciation cas par cas de ce que pourrait être la criminalité grave. Donc, une jurisprudence très sophistiquée, très casuistique, qui se construit au cas par cas, qui ne se font sur rien, parce que dans la directive privacy, on n'a aucune distinction entre ces différentes catégories de connexion, de données de connexion, et donc c'est finalement par rapport à l'idée que c'était la Cour de justice, à travers peut-être des conclusions des parties, et l'influence qu'essayent d'avoir les juges nationaux, qu'elles construisent un petit peu comme ça au fil de l'eau un régime juridique, ce qui l'a conduit à apprécier au fond les conditions dans lesquelles sont menées les enquêtes pénales, à hiérarchiser aussi l'utilité et l'importance des éléments de preuve dans l'identification et la sanction des infractions. Donc, on a une jurisprudence qui est assumée malgré les doutes des juridictions nationales. Alors là, je ne reviens pas avec des solutions qui sont maintenues, la tour, les deux arrêts qui ont été rendus cette année. Donc, une jurisprudence qui est confirmée et qui va sans doute générer un certain nombre de difficultés. D'ailleurs, parce que l'arrêt de décembre 2022, je ne reviens pas sur ce qui des juridictions nationales, potentiellement remet en cause l'approche du Conseil d'État dans l'affaire Sanjata Network, puisque le stratagème qui avait été trouvé en disant puisque la conservation généralisée est possible pour des raisons de certaines raisons, on peut les étendre à d'autres formes de conservation. Mais j'y reviendrai si je le pense, je sens que je vais parler. Bon, malgré ça, malgré cette fermeté, il y a eu des concessions ponctuelles, des assouplissements aussi apportés par la jurisprudence, avec ce régime dérogatoire exceptionnel, pour être grave pour la sécurité nationale,
actuelle, réelle, prévisible. Là, une conservation généralisée et indifférenciée des données est possible dans une durée limitée, bien que renouvelable. Donc là, il y a une sorte de clause de sauvegarde, un petit peu comme ce qu'on trouve dans les textes de droit dérivé, qui rappelle encore un peu la façon finalement légistique avec laquelle procède le législateur européen, avec une définition très précise de la menace grave sur la sécurité nationale, les garanties procédurales, etc., qui ont été évoquées en introduction. Et puis, à partir de l'affaire Quadrature du Net, aussi le développement d'un régime juridique sur la conservation rapide des données, qui permettait de donner un petit peu de marge de manœuvre aux autorités publiques. Donc, un effort de pédagogie, malgré tout, de la jurisprudence de la Cour de justice, même si ça soulève un certain nombre d'interrogations, mais là aussi, quand la Cour de justice parle d'une conservation ciblée, notamment fondée sur un critère géographique, lorsque on estime qu'il y a une zone géographique qui est caractérisée par un risque élevé de préparation de commission d'actes de criminalité grave. Alors là, il qui a été réaffirmé dans l'arrêt d'avril 2022, le Conseil d'Avis a rappelé que techniquement c'est impossible, comme on a fait des années à tous les juges, mais voilà. Et on s'interroge aussi un petit peu sur le moment du principe de non-discrimination, comment est-ce qu'on pourrait cibler ce genre de zone, sachant qu'avec les dates, tout le monde saurait dans quelle zone j'ai trouvé sont susceptibles d'être conservés. Donc, un rapport un peu ambigu avec les questions des juridictions nationales, et ce qui m'amène à évoquer rapidement ce bilan qui est quand même contrasté. Contrasté parce que d'un côté, il y a des effets très importants de cette jurisprudence. Agnès va en parler sur l'intégration dans la jurisprudence constitutionnelle de ces exigences. Le Code des télécommunications a été changé, y compris sur des dispositions en matière de renseignement, qu'on évoquera un petit peu moins aujourd'hui. Donc, et la Cour de cassation aussi, qui a pris acte de cette solution. Donc, il y a des effets réels sur les droits nationaux et sur les plus protecteurs des droits nationaux. Ce qui n'empêche pas qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations qui existent. Déjà, et on l'a vu avec la dernière fois, il y a un risque de contournement, d'adaptation de la jurisprudence, parce que le fait que la Cour de justice admette la conservation généralisée, même à titre exceptionnel, finalement, ça rend un petit peu accessoire la question de la conservation. Pourquoi on va distinguer certaines catégories de régime juridique si on peut le faire à un titre plutôt qu'un autre? On se demande presque si la question de la conservation, c'est pas devenu une exigence purement linguistique et de technique juridique que une exigence réelle. Et on l'a vu aussi avec l'arrêt Saint-Joseph que les risques d'interprétation neutralisante de la jurisprudence ne sont pas exclus. Ensuite, il faut voir quand même la complexité inouïe à laquelle ces solutions donnent lieu, complexité des règles contentieuses, parce que le harcèlement 2.0 de la dernière époque, bon, c'est quand même une double complexité des règles matérielles aussi. On le voit avec la création du régime ad hoc par la Cour de cassation pour l'utilisation des données dans les enquêtes pénales, avec en plus les règles transitoires pour accompagner ces régimes. Donc, tout ça fait qu'il y a évidemment des risques de distorsion, d'application très différentes de ces solutions dans les États membres. Alors, on pourrait dire, bon, il y a une forme de subsidiarité, pourquoi pas. Sauf que là, il y a toute une série de difficultés qui sont en train d'arriver. Il y a des questions préjudicielles du juge allemand sur l'utilisation des données en matière pénale transmises par la France dans des conditions qui ne respectent pas le droit allemand, qui sont au sens du droit allemand, collectés et conservés de façon irrégulière. Et donc là, on voit que des distorsions en avant, concrètement, sur des enquêtes pénales du niveau européen, ça va poser de vraies difficultés. Et enfin, je terminerai en évoquant des difficultés des interrogations politiques. Il y a une première critique sur le terrain de l'efficacité, c'est qui ressort quand même très clairement de la leçon du Conseil d'État, les conclusions du rapporteur public. On voit bien que le juge national, par la solennité de ces questions constitutionnelles, essaie d'obtenir des aménagements des règles jurisprudentielles, ou une demande de mode d'emploi, mais qui se place quand même très souvent sur le registre du contournement ou de l'efficacité opérationnelle de ces solutions. Et là, actuellement, il y a eu 3 demandes de questions préjudicielles encore en ce sens, qui ont été enregistrées cette année par un juge hollandais, par un juge italien. Donc, on voit que c'est sans fin. La jurisprudence génère ses propres difficultés. Donc, il y a une risque quand même de perturbation du système juridictionnel européen, dans un contexte où la collaboration entre les juges repose quand même sur une forme de confiance entre les juges
qui sera rompu si les juges nationaux estiment que finalement les interprétations de la Cour de justice sont un petit peu hors sol. D'ailleurs, on voit le temps qu'on a mis en France pour réceptionner cette jurisprudence, on voit bien que c'est des choses qui sont. Et enfin, dernier point sur les autorités publiques, il y a quand même une critique fondamentale sur le terrain de dépassement des compétences de la Cour, et même au-delà du dépassement des compétences de l'Union. Bon, ça, c'est un peu beau, c'est un peu classique, c'est une compétence sur la médiation, mais en matière de procédure pénale, de sécurité publique, de sûreté publique, si on relie quand même l'article 5 du TVE, on est quand même dans des compétences qui sont réservées aux États membres, surtout dans un contexte de développement du contrôle de l'ultra-virus ou des contrôles militaires dans les institutionnels nationaux, et dépassement aussi de ces compétences par la Cour de justice. C'est-à-dire que toute la jurisprudence de la Cour repose sur l'idée que de confiance du citoyen qui ne doit pas avoir le sentiment d'être en permanence surveillé par son État. Et c'est quand même une solution qui repose sur une profonde défiance envers l'État. Le postulat, c'est celui d'un abus de la puissance publique. Alors, quand à côté de ça, on n'arrête pas de parler de confiance mutuelle entre les États membres, là, le risque, c'est peut-être aussi que la Cour de justice alimente ce sentiment de défiance envers l'État. Donc, même si on ne conteste pas l'approche politique, sociale défendue par la Cour de justice, on peut se demander si elle est bien dans son rôle en cherchant à l'imposer à l'ensemble des États membres, parce que cette conception sur l'ingérence étatique dans la vie privée rejoint certaines conceptions de juges constitutionnels nationaux. Je pense à l'Allemagne, je pense en Europe de l'Est, qui est légitime compte tenu de leur histoire, mais qui est une conception de l'État étrangère à la tradition juridique française, où on n'a pas la même vision du rôle de l'État. Et tout le droit de l'Union se bâtit sur la recherche d'un consensus interétatique qui serait transcendé par la défense de l'intérêt commun. Et les compromis qu'on trouve au niveau européen, c'est toujours un compromis acceptable entre les traditions juridiques et politiques nationales. Et la Cour de justice, dans sa démarche très volontariste, en se substituant aux législateurs européens, en élaborant comme ça avec nous un régime juridique, elle risque de générer aussi l'incompréhension, la résistance de certains États, en l'occurrence la France, qui n'ont pas cette même conception de la fonction publique. Et donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant aussi de voir juste la question du fondement, c'est qu'avant, la Cour de justice développait une jurisprudence sur les droits fondamentaux à partir de PGT, qui était inspirée par les traditions juridiques nationales. Et là, avec le fondement autonome de la Charte des droits fondamentaux, c'est plutôt une vision autonome du droit européen de la protection des droits fondamentaux qu'elle essaye ici d'imposer à tous les États membres. Donc, il y a un risque, la question, c'est non seulement la résilience de cette jurisprudence, mais du système juridique européen, parce qu'on voit bien qu'ici, il y a quand même des approches nationales extrêmement différentes, donc au fond, potentiellement, un risque de perturbation du système juridique européen. Voilà, parce que je crois que j'ai trop parlé. Le président ne m'a pas coupé, mais je pense que j'ai dû dépasser les 20 minutes. Non. En tout cas, merci beaucoup. Voilà.